Aujourd'hui même, 11 décembre, les trains sont à l'honneur avec ce choc de l'offre ferroviaire que nous annonce la région Grand Est et l'Eurométropole de Strasbourg. Le REM, le réseau express métropolitain, entre en service. Va-t-il tenir toutes ses promesses? Y a-t-il assez de matériel, de personnel? Qu'est-ce qu'en attendent les usagers? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nos invités. Nous accueillons Pia Ims, bonjour. Vous êtes la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Thibaut Philips, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la région Grand Est en charge des transports. Tous les deux, vous êtes les heureux parents de cette nouvelle offre ferroviaire. François Jordani, bonjour. Vous êtes le président de la FNOT et la Fédération des usagers d'usagers, la Fédération nationale des usagers des transports pour le Grand Est. Et Maxime Kieffer, vous êtes le secrétaire général de la CGT cheminots de Strasbourg. Vous deux, vous êtes un peu les rabat-joie dans cette affaire. Vous nous direz pourquoi ou pourquoi pas. On va donc parler du REM, l'acronyme en 4 lettres qui signifie Réseau Express Métropolitain Européen. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de trains supplémentaires, donc d'un cadencement et d'une amplitude horaire étendue. Le nombre de trains et leur fréquence vont augmenter sur 4 axes principaux autour de Strasbourg. Une de ces 4 lignes, celle qui va de Saverne à Sélestat, on la voit, sera transversale, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas Strasbourg comme terminus et qu'il n'y aura pas besoin de changer de train. Si on prend quelques exemples précis, on va voir l'augmentation du nombre de trains dans certaines gares de l'Eurométropole. Thibaut, voilà, les voilà. On voit qu'il y a une augmentation conséquente de ce nombre de trains. Thibaut Philips, la région que vous représentez est l'autorité organisatrice des transports. Est-ce que tout est prêt ? Tout est prêt. En tous les cas, on a beaucoup travaillé, beaucoup préparé, beaucoup travaillé avec aussi notre partenaire qui est l'Eurométropole de Strasbourg, qui cofinance à parité justement ce saut d'offre à la fois ferroviaire, mais il ne faut pas oublier le saut d'offre aussi en termes de cars express, puisqu'il y a des lignes qui vont être desservies aussi par les cars express, et puis toute l'organisation autour de l'intermodalité aussi qui se fait autour de ce réseau express métropolitain européen qui a pour but de mieux desservir l'étoile ferroviaire de Strasbourg, le Bas-Rhin, mais aussi de pouvoir aller de l'autre côté de la frontière allemande. Ça, c'est très important pour nous aussi, mais aussi de pouvoir mieux desservir le reste de la région, puisqu'il y a des lignes qui vont aussi jusqu'en Lorraine. Et donc, c'est important de dire que c'est vraiment un objectif global de transport en commun et pas seulement des trains. D'accord, donc pour vous, tout est prêt. On entendra tout à l'heure Maxime Kieffer, qui n'a peut-être pas le même avis. D'abord, Pia Ims, c'est l'aboutissement donc de 4 ans de travail, je crois. Oui, ce REM vient en déclinaison du Grenelle des mobilités, comme vous le savez, et depuis que l'exécutif eurométropolitain s'est mis en place depuis 2020, nous avons vraiment accéléré la mise en œuvre de ce REM qui a une traduction opérationnelle, vous l'avez dit, ce dimanche. C'est un outil de ce Grenelle des mobilités. L'Eurométropole déploie 500 millions d'euros pour l'ensemble de ces outils. Le REM est un outil majeur, comme ça vient être dit, et qui rayonne sur l'ensemble du bassin de vie barinois avec 95 gares. Je le répète, plus de 1000 trains supplémentaires à horizon septembre 2023. Alors justement, on va regarder. Donc à partir de ce dimanche, et plutôt en réalité demain lundi, on va voir sur les rails 813 trains supplémentaires entre 5h et 23h avec une montée en puissance. D'abord en janvier avec 67 trains de plus, puis à partir du 21 août, 192 trains de plus, soit à peu près, vous l'avez dit, à peu près 1 millier de trains. Ça fait une augmentation de l'offre d'environ 40%. Alors vous, CGT, vous dites que non, c'est pas prêt tout ça. Non, effectivement. Alors c'est un projet. Bon, tout d'abord, on tient à réaffirmer pour la CGT et pour les cheminots que c'est un projet qui nous tient aussi à cœur. Développer le ferroviaire pour répondre à de nombreux enjeux que nous vivons et que l'organisation syndicale que je représente, CGT, porte également. Donc vous êtes pour le principe, mais il y a un mais. On est pour le principe, par contre il y a un mais. Tout ça pour y arriver, les annonces à elles seules ne feront pas circuler les trains. Aujourd'hui, il y a des moyens humains, des moyens techniques, des moyens financiers à mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Si les uns ou les autres ont pu être annoncés ou préparés, il en demeure pas moins qu'il y a sur tout un tas de sujets, on n'est pas du tout prêt. En termes d'infrastructure, l'infrastructure pour pouvoir absorber la quantité de trains supplémentaires pose la question. Les professionnels que nous sommes connaissons assez bien nos infrastructures et nous connaissons déjà
l'état du trafic actuel et la saturation de notre infrastructure à l'heure actuelle. Il y a la question des moyens humains, bien évidemment, du personnel. On n'est pas sans savoir tout de même, après de multiples interpellations, qu'aujourd'hui, les effectifs ne sont pas là pour pouvoir tenir tout ça, que ce soit dans les métiers de la conduite, dans les métiers de l'accompagnement des trains, que ce soit dans les gares, dans les technicentres pour effectuer la maintenance, mais également effectuer la maintenance du réseau. Les objectifs d'embauche que devaient être réalisés par l'entreprise n'ont pas été remplis. Sachant qu'on part déjà d'une situation où on est en sous-effectif, donc non, les moyens, on n'est pas prêt à pouvoir faire tout ça. Qu'est-ce que vous répondez ? Le président de la SNCF, qui était avec nous ce mercredi, a assuré devant le ministre que la journée du 11 décembre se passera dans de bonnes conditions et par la suite. Il sait qu'il y a effectivement du travail à faire. Nous comptons sur lui, sur cette mise en route très opérationnelle de ce REM. Pour nous, région et métropole, le REM, c'est d'abord une vision du territoire, c'est un engagement politique fort et un cofinancement, une montée en charge. Nous travaillons sur le court, moyen et long terme. On est bien au fait des difficultés de recrutement et des éventuellement difficultés de cadencement que vous soulignez. C'est la SNCF, notre interlocuteur, de faire en sorte que ce REM tant attendu et très observé par les autres métropoles de France. Vous savez que le président de la République... On va y revenir. Sur le point des moyens, on voit bien que depuis plusieurs semaines, la SNCF a mis en place ce qu'on appelle un plan de transport adapté. C'est un euphémisme pour dire un service dégradé sur les services de TER. Comment espérer que ça puisse fonctionner vu le contexte ? En tout cas, du côté de la SNCF, encore une fois, on nous a affirmé et réaffirmé que tout se passerait correctement, que les embauches avaient été faites. Nous, en tant que région, qui sommes les acheteurs du matériel roulant, on a acheté du matériel roulant supplémentaire. 9 nouvelles rames. Hein. 9 nouvelles rames Régiolis, plus 30 rames transfrontalières qui arriveront aussi, plus des accords avec d'autres régions. On a fait un accord notamment avec la région Bourgogne-Franche-Comté pour obtenir du matériel aussi de prêt dans cette période. Donc on a vraiment mis tout sur la table, on a mis des investissements. Ensuite, c'est sûr qu'il y a des sujets d'infrastructure, mais comme le disait la présidente de l'Eurométropole, nous, on a une vision sur du long terme du territoire. Et le problème de l'infrastructure aussi, c'est un problème de long terme. C'est pas seulement aujourd'hui au lancement. Il y a des annonces pour décembre, janvier. Mais là, on est capable, en tout cas, de tenir ça. Après, il y aura des améliorations à faire. On est conscient qu'il y a des améliorations sur un certain nombre de lignes. On a parlé de la ligne Noterbourg, qui est une ligne un petit peu symptomatique aujourd'hui de l'état du réseau. Il y a la ligne vers Sarreguemines aussi, qui nécessite un certain nombre d'investissements. Mais on a cette vision qui va jusqu'en 2030. Il fallait lancer à un moment, appuyer sur le bouton, avoir un saut d'offres. Et puis ensuite, il y aura des étapes supplémentaires. On a un rendez-vous qui sera aussi en août, où là, il y aura encore un saut d'offres. Et ensuite, on va continuer année après année avec des investissements dans les gares pour pouvoir transformer les gares aussi, pouvoir y faire des différents types de parking vélo, parking voiture, espace dédié dans les trains. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui vont autour de ce REM. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui de dire, c'est que la journée du 11, c'est une journée historique pour l'agglomération de Strasbourg, pour le Bas-Rhin et pour la région, parce qu'on a un saut d'offres et toute la France nous regarde. On est les premiers à être capables de mettre en place ces RER dont a parlé le président de la République. Alors François Jordani, vous qui représentez les usagers, est-ce que vous êtes ravis ou est-ce que vous avez quand même quelques réserves ? Nous sommes et nous devrions être dans une joie non réfrénée à l'approche de ce démarrage. Et c'est à notre initiative d'ailleurs que ce projet a été mis en place, puisque je rappelle que l'association Astus, qui est membre de la FNOT, avait lancé un travail là-dessus dès 2016-2017. Nous avions fait une étude pour lancer un RER. Là, on est au R du réseau express métropolitain, puisqu'il n'y a qu'une ligne pour l'instant traversante, la ligne Saverne-Célestat. Donc on se projette aussi vers l'avenir. Il y a encore des choses à faire. Il y a des usagers qui sont exclus du REM. On a parlé de la ligne de Lauterbourg, il y a la ligne d'Offenbourg, il y a la ligne de Sarreguemines. Il y a tout l'ouest de l'Eurométropole qui ne viendra dans le RM que l'année prochaine, puisqu'il n'y a pas de voie ferrée, donc ce sera des cars interurbains. Il y a l'accueil dans les pôles d'échange multimodaux. Il y a la tarification qui ne correspond pas encore à quelque chose de simple pour les usagers, pour les inciter à prendre ce REM. Et il y a l'accueil des personnes à mobilité réduite dans les pôles d'échange multimodaux, qui pour l'instant n'est pas prévu, mais nous continuerons à nous battre pour que tous les usagers, sans discrimination, puissent prendre ce REM.
RME. Alors, vous l'avez dit, toute la France nous regarde. D'ailleurs, vous-même, et beaucoup d'élus et responsables strasbourgeois ont pris le train, non pas le TER, mais le TGV pour Paris. C'était ce mercredi. Tout ce dispositif a été présenté en grande pompe pour une conférence de presse, en présence notamment du ministre des Transports et du président de la SNCF. Pierre, il faudrait être allé à Paris pour un projet 100% strasbourgeois. C'est un peu étrange. Alors nous allons avoir bien évidemment une grande communication également en janvier, de nouveau avec le président de Région Grand Est. Il nous paraissait important d'être à Paris pour être en présence justement du président directeur général de la SNCF et du ministre et obtenir leurs engagements sur la mise en œuvre encore plus opérationnelle telle que vous le souhaitez. Mais ne boudons pas notre plaisir. Encore une fois, le président de la République lui-même, s'appuyant sur l'exemple de l'Eurométropole de Strasbourg, estime que les 10 métropoles en France devraient pouvoir s'en inspirer. Et le ministre a dit, à Strasbourg, ce n'est plus un slogan, c'est une réalité. Oui. Et c'est la première fois, si je puis me permettre, que ce n'est plus à l'usager, ce n'est plus l'usager qui doit s'adapter à l'offre, mais c'est l'offre qui s'adapte vraiment aux besoins de nos usagers. C'était une occasion de faire dire à Emmanuel Macron que voilà, Strasbourg, on l'a pas attendu pour mettre en place ce RER, c'est ça ? Non, on était vraiment dans une logique de dire finalement c'est bien que le président de la République vienne encourager cette démarche de RER à l'échelle des différentes métropoles françaises et de pouvoir montrer, et le ministre l'a reconnu, le ministre Clément Beaune qui était avec nous à Paris, l'a reconnu en disant c'est intéressant de voir qu'une métropole et une région française ont réussi en 4 ans finalement, c'est-à-dire une toute petite période, à mettre sur les rails et sur les routes un projet aussi ambitieux que celui d'un réseau express métropolitain européen, encore une fois, parce que normalement, c'est des projets qui pourraient mettre plutôt une dizaine d'années à se mettre en œuvre. Donc c'est pour ça on appuie sur le bouton, on est bien conscient qu'il y a encore beaucoup de chantiers, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'accessibilité des gares, ça fait partie des sujets. L'année prochaine, il y a de l'investissement assez massif dans les gares, encore une fois par la région, pour continuer l'accessibilité dans les gares. Mais tous ces sujets-là sont bien adressés. Aujourd'hui, il faut surtout voir qu'on peut prendre le train de 5h à 23h et qu'on a une offre quand même beaucoup plus intéressante, même le week-end. Alors on appelle ça un RER. Alors est-ce que c'est un coup de com' ou pas ? Eh ben, on a posé la question justement au ministre des Transports, c'était mercredi, on va écouter sa réponse. Je voulais vraiment insister sur le fait que les transports publics, ces RER métropolitains, c'est pas de la blague, c'est pas du slogan, c'est pas de la communication, ça existe. Il y a des projets qui ont été portés par les collectivités que l'État a soutenus et on va avancer à partir de cet exemple. Alors c'est pas de la blague, François Giordani, mais est-ce que le terme de RER n'est pas un peu usurpé ? Un RER à Paris, c'est des trains toutes les 2-3 minutes qui vont dans toutes les banlieues qui traversent Paris. Là, on n'y est pas pour l'instant. On ne va pas arriver jamais à 2-3 minutes, mais bon, ça, le schéma lui-même de train traversant, pour permettre aux usagers plus facilement de venir à Strasbourg, mais aussi de partir de Strasbourg, parce qu'on constate de plus en plus qu'il y a aussi beaucoup de demandes pour aller vers Molsheim, vers Haguenau. C'est effectivement quelque chose qui nous paraît intéressant. Cette idée de réseau traversant aussi pour gagner du temps sur les correspondances, parce que bien souvent, on passe plus de temps à attendre à la gare que dans le train, quand on circule sur une surface comme l'aire métropolitaine, et de pouvoir combiner ça dans un ensemble de domicile de porte à porte, c'est-à-dire du domicile au lieu où on va, on utilise différents modes, y compris la voiture, le vélo, l'autopartage, les cars interurbains, le transport à la demande, le tram, le bus, enfin tout ça ce soit utilisable facilement, avec des horaires qui soient bien combinés, avec des correspondances qui ne permettent pas de perdre trop de temps dans des attentes, et puis surtout ce que je disais tout à l'heure, avec des facilités au niveau de la tarification pour ne pas être obligé d'avoir 3 abonnements, sinon c'est dissuasif. Parce que je crois qu'il n'y a pas de tarification, en tout cas unique. Sur l'Eurométropole, il y en a une, mais ça concerne l'Eurométropole uniquement. Mais dès qu'on sort de l'Eurométropole et le REM va plus loin, là pour l'instant il n'y a pas de tarification unique. Là encore, c'est un travail à faire avec la SNCF. Nous sommes impatients de faire aboutir une billettique unique au-delà du périmètre de l'Eurométropole où ça fonctionne déjà. Je voudrais juste préciser c'est avec la SNCF, mais c'est aussi avec la CTBR, avec la CTS, avec l'ensemble des opérateurs qui vont intervenir. Et pour l'Eurométropole, ça fonctionne déjà, y compris la gratuité pour les moins de 18 ans. Elle fonctionne aussi déjà sur le TER, donc RER, et les cars, et bien évidemment les trams. Je voulais juste préciser que le cadencement est aussi à 15 minutes en heure de pointe, pas simplement les demi-heures. Monsieur Giordani a raison d'insister sur l'intermodalité, les connexions aux gares que nous rénovons tous, métropole et région,
Nous les rénovons avec l'accessibilité vélo et des parkings voitures. Et donc travaillons sur cette intermodalité qui est vraiment un plus lorsqu'on souhaite combiner tous les modes de déplacement. Il y a quand même 18 gares qui sont en projet là pour devenir des vrais pôles d'échange multimodaux, qui aujourd'hui ne sont pas forcément très bien aménagés, mais qui vont être faits. Donc il faut voir aussi cette perspective sur les prochaines années, se dire que le cadencement au quart d'heure va devenir de plus en plus une réalité parce qu'à chaque fois qu'on va rajouter de l'offre, ça va être aussi de plus en plus de trains et de plus en plus de cars qui vont permettre d'avoir une offre qui grandit au fur et à mesure. Et quand on regarde la carte en 2030, on se dit en 2030, on aura réussi normalement un objectif d'avoir une régularité, une disponibilité des moyens de transport qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui est inédite finalement sur un territoire dense comme celui de l'Eurométropole de Strasbourg. Maxime Kieffer, sur la question des moyens alloués dont vous parliez tout à l'heure, vous êtes dans votre rôle de syndicat d'en demander toujours plus. Est-ce que vous n'êtes pas un peu pessimiste quand même ? La question, c'est pas d'être pessimiste ou tout simplement dans un rôle. C'est avant d'être dans une organisation syndicale, on est déjà des cheminots, donc des salariés professionnels, et puis en contact avec les usagers. Donc, je veux dire, quand on porte des revendications et qu'on dit que les moyens ne sont pas là, ça peut être sur le côté question les moyens humains dans l'entreprise, mais aussi sur une offre qui est inadaptée. Et ça, c'est aussi la réponse des usagers. C'est ce qu'expriment des usagers. Monsieur Jordani l'a dit un peu plus tôt. Il y a ceux à qui on vient rajouter des trains sur des lignes où il y en a déjà beaucoup, et il y a ceux à qui on n'en rajoute pas. Il y a ceux à qui on enlève des trains pour mettre des cars et qui leur amène de véritables contraintes. Ça aussi, c'est ce que les usagers évoquent. Donc finalement, c'est une offre qui vient s'augmenter, enfin qui s'autofinance d'une certaine manière sur la question des moyens humains et matériels, à renvoyer l'offre là où on estime que les besoins sont là, ou les plus prégnants, plutôt que de répondre aux besoins qui sont exprimés. Pour revenir à votre question avant, est-ce que le RER, c'est quoi ? Non, c'est pas un RER. Un RER, c'est un réseau dédié. C'est un réseau où il n'y a pas de passage à niveau, il n'y a pas de transport de marchandises, il n'y a pas de transport international. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire le réseau aujourd'hui tel qu'il est conçu en Alsace, la gare de Strasbourg par exemple, c'est l'ensemble de ces trains-là. Il y a tout un tas de choses et donc de contraintes. Ces contraintes-là ne se gèrent pas du tout de la même manière que sur un réseau RER. Et c'est pour ça que la capacité technique et les contraintes techniques qu'on évoque, et notamment qui supposent des investissements plus lourds et des moyens humains aussi pour gérer les aléas, parce que vous ne gérez pas les aléas sur un réseau comme celui que nous avons en Alsace, que comme vous le gérez sur le RER parisien, par exemple. C'est tout ça qu'on met en exergue. Aujourd'hui, on n'est pas prêt là-dessus. Vous avez peur, par exemple, en gare de Strasbourg, le moindre grain de sable grippe toute la machine. Je vais vous donner un exemple. Le cadencement, on l'a évoqué, le RER, c'est les trains toutes les 2 minutes. Là, ce qu'on va faire, c'est que la gare de Strasbourg, concrètement, on veut que les trains s'y arrêtent le moins de temps possible pour pouvoir libérer de l'espace. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On a beau avoir investi, par exemple, c'est les exemples qu'on entend dans la 4e voie de Vendenheim, très bien, on a élargi le tuyau, ceci étant, le goulot d'étranglement est le même. Il n'y a pas eu les investissements dans la gare, il n'y a pas eu les voies, les quais voyageurs qui ont été augmentés. Donc, il y a un véritable problème mathématique qui se pose. Plus de trains, pas plus de voies. Bon, c'est là où les problèmes commencent. Et pour la gestion, à un moment donné, il faut avoir le temps aussi de le faire. Des trains qui doivent s'arrêter 4 minutes en gare de Strasbourg pour permettre les autres circulations, ça amène quoi ? Je vous donne des exemples concrets qui relèvent du quotidien, des bagages abandonnés, qui nécessitent l'immobilisation de trains sur les voies, des interventions de forces de l'ordre, par exemple des retards, des pannes. Tout ça, à partir du moment où ça se générera, que ça soit en gare ou en ligne, ça aura des répercussions bien plus larges que la seule étoile de Strasbourg. On pense aussi, nous, cheminots, aux usagers qui ne sont pas inclus dans le REM, ceux qui font des correspondances dans d'autres gares, qui vont voir potentiellement leur correspondance être cassée, être en rupture, ne pas pouvoir avoir de prise en charge, parce que la question des moyens humains, ça suppose aussi les moyens de prendre en charge les voyageurs. On va laisser les autres répondre. En fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que le système est déjà très fragile. Alors, nous sommes en pleine rénovation de ces gares comme pôle d'échange multimodaux. Pour l'Eurométropole, c'est au moins 6 gares inscrites dans notre plan pluriannuel d'investissement de ce mandat. Vous dire aussi que Étoile ferroviaire, effectivement pensée à l'époque par la FNOT et que nous mettons bien en œuvre, eh bien, tous les trains ne s'arrêtent pas forcément à la gare de Strasbourg. On peut aller de Vendenheim à Geisbolsheim en 20 minutes. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas forcément... Mais en passant quand même par Strasbourg. On passe par Strasbourg, mais on ne s'arrête pas forcément. Donc, il y a aussi à réorganiser ces éléments-là. Oui, la gare de Strasbourg sera la première gare TER avec un flux d'usagers important, vous avez raison. Mais je crois que tous ces éléments, vous les donnez, vous les faites passer surtout à la SNCF qui doit prendre en compte et qui souhaite prendre en compte cette nouvelle donne. Vous avez entendu le président qui garantit cette écoute et qui, nous l'espérons ensemble, travaillera sur la rénovation des petites lignes. C'est assez étonnant d'avoir un président qui vous garantit cette écoute alors qu'il ne considère pas
ils ne considèrent pas les professionnels que nous sommes à aborder ces sujets-là. Vous avez dit, le gouvernement s'est engagé. Nous avons eu des promesses sur les investissements. Vous venez de dire, il y aura. Très bien. Seulement, les promesses, déjà, n'engagent que ceux qui y croient. Et puis, les usagers, là, ils ont besoin de résultats maintenant. Allez prendre la situation des usagers qui connaissent déjà des perturbations sur la ligne depuis des mois parce que le personnel n'est pas là. Vous entendez les suppressions de trains par manque de personnel. Ça, c'est un fait, c'est une réalité, elle est bien là. Alors aujourd'hui, la question qu'on vous pose, elle est assez simple, et c'est celle qu'on expose à notre direction également, qui est notre premier interlocuteur, mais vous l'êtes parallèlement derrière, parce que vous êtes décideur. Donc à un moment donné, tout ça, ça se rassemble, et c'est ça qu'on interpelle. Comment peut-on promettre plus de trains alors qu'aujourd'hui, nous sommes contraints d'en supprimer parce que nous n'avons pas le personnel ? C'est pas aujourd'hui 11 décembre qu'on va créer les conducteurs qui nous manquent. C'est pas aujourd'hui 11 décembre qu'on va sortir de la poche les agents de maintenance dont on a besoin pour faire fonctionner ce service-là. Thibaut Philippe, si vous voulez répondre. Oui, alors je peux comprendre les inquiétudes et encore une fois... Vous aussi, des fois, la région, vous avez eu des problèmes avec la SNCF aussi. Hein. On a eu, et il y a eu un moment de tension, on a tapé du poing sur la table parce que je pense qu'il fallait remettre aussi à un moment l'église au milieu du village. On travaille maintenant dans un partenariat qui est sain. Je pense que c'est le partenariat qu'on a pu exprimer lorsqu'on était à Paris avec le PDG de la SNCF. On a pu avoir des échanges. Nous, c'est vrai qu'on est en échange avec la SNCF. Après, on n'a aucun doute sur la passion des cheminots et sur l'engagement des cheminots sur le terrain. Ça, on n'a jamais remis ça en cause. Et au contraire, on est content de pouvoir compter sur des professionnels qui aiment le train, qui veulent que le train soit vraiment un moyen de transport qui soit reconnu et sur lequel on remette de l'argent. Alors après, je suis d'accord, il y a peut-être eu des sous-investissements pendant un temps parce qu'on a peut-être privilégié beaucoup une politique du tout TGV, on n'a pas été sur les dessertes plus fines du territoire. C'est un des engagements qu'on a pris aussi au niveau de la région d'aller investir sur des lignes. On va même investir dans de l'infrastructure alors qu'avant c'était l'État qui le faisait. Là, c'est la région qui va le faire. Mais c'est vrai que la problématique qu'on rencontre, nous, au quotidien, en tant que région, notamment sur les problématiques d'infrastructure, c'est qu'entre le moment où vous prenez la décision et le moment où vous avez la réalisation concrète de l'infrastructure, c'est du temps long. Et par rapport à des fois des attentes d'usagers, il faut prendre parfois son mal en patience, malheureusement. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même se féliciter d'avoir une vraie volonté politique affirmée de collectivités territoriales qui prennent leurs responsabilités, qui prennent leur bâton de pèlerin et qui disent on va vous donner plus de transports en commun. François Jordani, effectivement. Oui. Bon, pour être concret, vous aussi, vous craignez que vous dites que certains arrêts, paradoxalement, vont être supprimés. Alors avec nous, on se projette, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'avenir, mais on est aussi dans le concret. Ouais. Depuis un an, c'est une multiplication de SMS, de mails, de courriers, d'usagers qui souffrent, qui ne peuvent pas prendre leur train régulièrement, qui vont même, pour certains, jusqu'à perdre leur emploi, s'ils sont en contrat à durée déterminée ou en intérim. Des larmes sur les quais de gare, c'est quand même des choses humaines, concrètes, qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'on a lancé notre cri d'alerte, notre cri d'alarme dès le mois d'octobre. Après, effectivement, on espère que ça va fonctionner. On souhaite que ce qu'on annonce là, ce soit des mauvaises nouvelles qui ne suivront pas. Mais il y a des moyens, peut-être, et dans l'organisation, puisque pour nous, la responsabilité de ce qui se passe depuis un an, c'est pas la SNCF seule, c'est la région qui est l'autorité organisatrice. Donc c'est un ensemble de choses qui n'ont peut-être pas été faites suffisamment dans le passé, puisqu'avant je me suis projeté dans l'avenir, maintenant je parle aussi du passé, puisque c'est le fruit du passé, ce qui nous arrive aujourd'hui et ce qui risque d'arriver la semaine prochaine, quoi. Et pour tous ceux qui nous regardent, qui n'habitent pas Strasbourg, vous, je crois que vous craignez qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul, autrement dit que les autres lignes TER fassent un peu les frais de ce... Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Vous prenez les usagers, on a parlé de la ligne de Lauterbourg, de la ligne de Sarreguemines, on a rencontré ces usagers, on a pu rencontrer les usagers de la ligne Agno-Wissembourg qui, à défaut d'avoir des trains, on leur met des cars, voire on leur met même pas de train du tout. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, quand vous n'avez plus le nombre de trains ni le nombre de conducteurs pour les tenir, on est obligé de faire des choix. C'est ce que l'entreprise appelle, votre premier interlocuteur appelle le renoncement. Voilà, mais le renoncement, c'est synonyme de sanction pour les usagers et c'est synonyme de sanction également sur nos conditions de travail à nous et derrière, parce que exiger les moyens, c'est aussi travailler bien. Nos conditions de travail sont intrinsèquement liées à la qualité du transport et la qualité du service qu'on peut rendre derrière. On va parler quand même de finances à la fin de cette émission qui arrive bientôt. Le REM, ça va coûter plus de 23 millions d'euros. Alors une partie sera couverte par la recette des billets et puis le reste est financé à hauteur de 14,5 millions par vous deux, donc à parité, à peu près 7,5 millions pour la région et pareil pour l'Eurométropole. Ça paraît énorme, 7,5 millions d'euros, mais pour la région, finalement, c'est pas grand-chose à l'échelle du budget transport.
C'est quand même un effort conséquent, hein, puisque 0,7% du budget. Oui, mais c'est un effort conséquent parce qu'il faut voir aussi que globalement, on augmente chaque année notre enveloppe justement pour le TER parce qu'on continue à faire un saut d'offre aussi sur d'autres territoires. On est en train de préparer la même chose que le réseau express métropolitain dans le sillon lorrain parce qu'il y en a besoin. Et on est en train de travailler aussi sur celui de l'étoile de Reims. Donc il y a aussi une volonté de pouvoir le développer à l'échelle des différentes agglomérations. Et il faut voir aussi tous les investissements. Aujourd'hui, il y a eu 600 millions d'investissements autour justement de ce REM pour l'infrastructure, pour les gares. Là, vous parlez notamment de la 4e voie. Et de la 4e voie, qui était à plus de 100 millions d'euros. Donc il y a quand même eu toute une préparation avant qui a coûté quand même une somme. Aujourd'hui, les 14 millions, c'est du fonctionnement, et c'est que du fonctionnement. Ça ne prend pas non plus en compte l'achat des Régiolis, où on est aussi sur plusieurs centaines de millions d'euros. Donc voilà, il y a quand même autour de tout ça, de l'investissement qui est conséquent, et c'est un effort conséquent pour les deux collectivités dans une période où, je le rappelle, les collectivités sont en train de vivre une période très difficile avec la crise énergétique et les dépenses supplémentaires que parfois on nous demande de prendre en charge. Justement, après les annonces d'Emmanuel Macron, vous espérez que l'État participe directement maintenant autrement dit qu'il donne de l'argent? Tout à fait. J'ai posé cette question à Clément Beaune lui-même en tant que ministre donc, des Transports. Compte tenu de la hausse des coûts de l'énergie, les transports sont impactés. Nous sommes précurseurs, nous avons cette volonté, région et métropole, de porter ce budget de fonctionnement ensemble. Mais par la suite, il nous faudra du soutien, bien évidemment, pour pérenniser et développer. On n'a pas eu le temps d'aborder la dimension transfrontalière et européenne du REM, précisément aussi. Ce RER est amené à se déployer vers Offenbourg, vers Saarbrück, et donc prendre c'est pas le cas pour le moment. Hein. C'est pas le cas, mais à horizon 2025, c'est tout à fait prévu. Et donc, il nous faudra évidemment plus de soutien financier pour assurer ce budget de fonctionnement. C'est le surplus du budget de fonctionnement compte tenu d'un cadencement important. Et il faudrait qu'il y ait des nouvelles recettes aussi pour la région, puisque l'Eurométropole bénéficie du versement transport des employeurs de plus de 11 salariés. Ça n'existe toujours pas pour la région. Ce sera aussi des recettes supplémentaires, et que les recettes qui viennent des usagers tiennent compte de la capacité contributive des usagers, et comme l'Eurométropole l'a fait, en mettant en place une tarification solidaire qui tienne compte de la réalité des ressources des personnes. Ça aussi, c'est une demande pour l'avenir. Bon, si je comprends bien, on fera un bilan peut-être en 2025 ou en 2030 sur ce plateau. Ou même l'année prochaine. Merci. Un bilan est assez vite fait. À l'heure actuelle, si on essaye de chausser un 42 dans un 38, c'est comme ça qu'on merci Maxime Kieffer. On continuera à faire évoluer ça. Merci à vous. Tout de suite, c'est le flash sur France 3 Alsace. La politique continue juste après. Olivia Grégoire, ministre des PME, et l'invité de Francis Letellier. Bon après-midi.